Hello World, je suis Sudo et je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'un piratage informatique d'une préparation, complexité et ingéniosité inimaginables pour l'époque. Il a pour beaucoup ouvert une nouvelle page de l'informatique et donné un nouveau regard sur la cybersécurité en ouvrant la possibilité à une toute nouvelle sorte de guerre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opération Olympic Games, Jeux olympiques en français. Je vais vous parler du virus Stuxnet. Le contexte est très important dans cette histoire et je vais en faire un très bref résumé. Comme de nombreux pays, l'Iran aimerait beaucoup posséder l'arme nucléaire qui est une arme de destruction totale et de mort en masse, qui donne donc un pouvoir supplémentaire au gouvernement la possédant. Bien évidemment, d'autres pays comme les États-Unis ou l'Israël, qui sont pas trop des amis, sont pas trop chauds pour ça. Mais les États-Unis n'ont pas trop envie non plus de s'engager dans une nouvelle guerre sur le terrain, se souvenant encore amèrement de l'Irak qui a un peu fait scandale auprès de l'opinion publique. Bref, c'est tendu. Bien que ce dont nous parlons aujourd'hui a commencé en 2006 sous l'administration de Bush et un mois avant l'arrivée au pouvoir d'Obama, on découvrira Stuxnet qu'en juin 2010. Enfin, je parle de Virus Blokada, un fournisseur d'antivirus biélorusse. Très vite, les gens qui travaillent dessus sentent que ça va pas être du gâteau. Et puis surtout, il est retrouvé dans beaucoup de systèmes informatiques à travers le monde. En tout, on dénombre pas moins de 45 000 systèmes affectés par ce virus. Donc c'est pas un petit truc, mais il fait rien. Il est inoffensif. En fait, il ne cause aucun dégât sur les ordis à part se propager. Et il ne cherche pas non plus à communiquer avec un serveur internet pour attendre des ordres. Plutôt étrange pour un virus. Pour l'analyser, c'est pas simple non plus. On l'estime 20 fois plus complexe que les autres virus de l'époque. Il pèse environ 1 demi-mégaoctet, environ 6 fois le poids d'un virus habituel, et il est codé dans différents langages de programmation, très inhabituel pour un virus. Kaspersky, une boîte de sécurité informatique, a dit qu'ils prennent habituellement quelques jours ou 1 à 2 semaines pour comprendre ce que fait un virus. Pour Stuxnet, ils ont pris 6 mois. Petit à petit, ils comprennent le virus. Celui-ci cible des systèmes SCADA, qui sont pour faire simple des systèmes industriels qui collectent et traitent des données pour contrôler différentes machines. Et également des PLC, qui sont des ordinateurs très basiques qui contrôlent une installation physique. Le virus cible donc des installations industrielles et un fournisseur revient régulièrement dans les rapports. La marque Siemens. On comprend que ce virus a une cible précise, mais il y a plus étrange encore. Le ver informatique Stuxnet utilise environ 20 zero-day. Une faille zero-day est une faille qui n'a pas encore été rendue publique, donc pas encore patchée et encore exploitable. Une faille zero-day vaut environ 100 000 $ sur le marché noir. Stuxnet en utilise 20. 4 d'entre elles sont des failles du système d'exploitation Windows lui-même. Des failles Windows, on en trouve environ 5 à 6 par an, donc c'est très rare. Autre chose, Stuxnet n'utilise pas de certificats falsifiés pour contourner certaines sécurités, mais des certificats volés, venant de Verisign ou de Realtek, de grandes entreprises. Ça peut vous paraître être la même chose, mais il y a une différence, notamment de prix. Il commence à coûter très cher ce ver informatique. Je veux dire cher pour ceux qui l'ont fait, parce que pour l'instant on ne connaît pas encore la cible. La cible semble quand même un peu évidente. Sur les 45 systèmes touchés, 30 000 sont en Iran. Les autres sont notamment en Allemagne, France, Inde et Indonésie. Tous ces pays utilisent du matériel Siemens pour des types d'installations diverses comme des centrales électriques, des installations de distribution d'eau ou des centrales et autres installations nucléaires. En septembre 2010, les experts sont pas idiots, ils commencent à faire leur rapprochement avec le programme nucléaire iranien et notamment un site spécifique, Natanz. C'est un site d'enrichissement d'uranium, substance absolument nécessaire pour développer le nucléaire. Avant d'aller plus loin dans le fonctionnement de l'attaque, je vais vulgariser très brièvement le fonctionnement du site de Natanz. Le site d'enrichissement de Natanz, à cause notamment d'embargo des États-Unis, n'avait pas de matériel moderne pour enrichir l'uranium. Pour enrichir de l'uranium, on utilise notamment des centrifugeuses pendant plusieurs mois voire années. Ils utilisaient donc des centrifugeuses plutôt basiques, mais qui cassaient très régulièrement. Tout le temps en fait. Pour résoudre ce problème, ils ont lié ensemble les centrifugeuses par groupe appelées cascades, permettant au gaz à l'intérieur des centrifugeuses de circuler d'une centrifugeuse à une autre. Ils ont donc équipé les centrifugeuses de capteurs de vibration, de capteurs de pression et de valves pour la circulation des gaz. Lorsqu'un capteur sentait qu'une centrifugeuse commençait à être défectueuse, il la coupait donc du groupe en fermant les valves. Il pouvait alors réparer individuellement une centrifugeuse sans stopper le processus entier. Sur les 3000 centrifugeuses en action, il y avait quotidiennement des centrifugeuses défectueuses, mais cela ne posait plus aucun problème. Un système supplémentaire pour adapter la pression du gaz au nombre de centrifugeuses en activité avait été également mis en place. Voilà, c'était la partie technique mais nécessaire, et du coup la chose à retenir de tout ça, c'est que le système était automatisé grâce à des ordinateurs, ce qui le rend vulnérable aux cybermenaces. Si vous vous demandez comment on sait assez précisément comment le site ultra secret et protégé de Natanz fonctionne,
C'est en partie parce qu'en avril 2008, le président en place a invité la presse internationale à l'intérieur et que de nombreuses photos ont été prises à ce moment-là. Et sinon, l'espionnage industriel peut aussi avoir eu un grand rôle. Stuxnet a donc été très probablement, presque à 100% en fait, été créé pour attaquer le site de Natanz. On pense qu'il a fallu une équipe de 5 à 10 personnes pendant 6 mois, dont au moins un ingénieur dans ce type d'installation industrielle, pour créer ce virus. Microsoft a estimé, lui, 10 000 heures de travail humain. Il est aussi très probable que les personnes ayant conçu ce virus aient eu accès à une installation similaire. Ça leur aurait grandement facilité la tâche. Le site de Natanz, bien que vulnérable, n'est pas connecté à Internet pour des raisons de sécurité évidentes. Pour faire rentrer le verre informatique dans le site, ils ont donc ciblé les fournisseurs. On pense qu'il y a eu 5 cibles principales avec 3 variantes de Stuxnet. Stuxnet finit par rentrer probablement par une clé USB infectée qui était un des moyens de propagation favorisés du virus et un technicien qui n'avait pas pris assez de précautions. Il se propagea alors grâce aux Zero Days et aux certificats volés. Un des Zero Days venait d'une faille dans le système d'affichage des icônes de fichiers. Quand le verre se rend compte qu'il est au bon endroit, le payload, c'est-à-dire la partie active du virus, se met en marche. Il se sert des serveurs pour se propager et partager des données entre les différentes machines infectées. Puis il va aussi créer un réseau peer-to-peer. Peer-to-peer, tu sais ce que tu utilises pour télécharger tes films piratés. Eux, ils s'en servent pour pirater une installation nucléaire. Pendant au moins 2 semaines, Stuxnet ne va rien faire. Par là, j'entends qu'il ne va pas agir. Mais en fait, il va observer. Il va observer et enregistrer les valeurs de capteurs et comprendre le système. Il va vraiment tout disséquer. Quand il considère qu'il peut, il déconnecte alors les ordinateurs contrôlant les machines des interfaces. Par là, je veux dire les écrans sur lesquels les gars de l'usine surveillent que tout va bien. Donc il donne lui-même des ordres aux machines tout en envoyant des fausses données enregistrées pendant la phase d'observation aux écrans pour que tout paraisse normal. Le virus aurait alors mené une première campagne en accélérant les centrifugeuses de 4000 tours par heure à 21 000 tours par heure pour endommager les centrifugeuses sans les casser. Il revient alors à la normale et recommence quelques jours après. Cette attaque ne fait pas vraiment de dégâts et elle ne fait que réduire la durée de vie des centrifugeuses. Mais un mois plus tard, les centrifugeuses sont ralenties à 120 tours par heure pour être accélérées à 84 000 tours par heure et cela pendant 50 minutes dans le but de créer des vibrations et de casser les rotors des centrifugeuses. Pièce fragile dans l'installation. Ça, c'est ce qu'on suppose qu'il s'est passé. Même si c'est fort probable, on ne pourra jamais être sûr à 100%. Ces théories sont en grande partie basées sur le travail d'un certain Ralph Langner, un chercheur en cybersécurité. Mais certaines choses sont sûres, comme le fait que les opérateurs à l'intérieur de Natanz ont forcément remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. En effet, le bruit que fait une centrifugeuse change en fonction de sa vitesse, un peu comme le son de ta voiture quand tu accélères. De plus, selon certains chercheurs, il aurait été particulièrement assourdissant. On ne connaît pas au final avec exactitude les dégâts. En août 2009, l'Iran a éteint 600 centrifugeuses. En novembre, 300 autres, et en janvier 2010, il a démonté 164 tubes. Tout cela probablement à la recherche du problème ou directement pour réparer les dégâts. En novembre 2010, l'International Atomic Energy Agency a déclaré que l'Iran avait arrêté l'enrichissement d'uranium sans expliquer pourquoi. L'ISIS, Institute for Science and International Security, a déclaré que 984 contrôleurs et centrifugeuses auraient été remplacés à Natanz. Ce chiffre correspond au nombre de centrifugeuses dans une cascade, un groupe fonctionnant ensemble. Le 29 novembre 2010, l'Iran reconnaît pour la première fois des dégâts sur le site et en 2011, il va déclarer que le même virus provoque des retards dans la construction de la centrale nucléaire de Bushehr, menaçant au passage le pays d'une panne d'électricité générale. C'est donc la joie pour les Iraniens qui ont dû stopper leur programme nucléaire, au moins du côté militaire. 9 mois après la découverte de l'attaque, Stuxnet s'est retrouvé en libre accès sur internet. Des gens l'auraient même montré sur YouTube, mais perso j'ai pas trouvé. Stuxnet est donc devenu une cyberarme open source en quelque sorte. Ce virus aurait d'ailleurs même été utilisé pour essayer de ralentir le programme nucléaire nord-coréen, mais probablement sans succès. On sait maintenant à peu près avec certitude quelle est la cible et quelles sont les conséquences de Stuxnet. Il reste à trouver qui en est à l'origine. Stuxnet est une APT, Advanced Persistent Threat. Pour faire simple, c'est un virus avec une cible bien précise. Il agit discrètement et en continu. La théorie la plus répandue et la plus probable est que les États-Unis et Israël soient derrière Stuxnet avec l'opération Olympic Games visant à déstabiliser le programme iranien. Il est très probable, vu les ressources nécessaires, je rappelle les certificats volés et le prix des Zero Days, qu'un État et un État puissant soient derrière cette attaque. Il faut aussi ajouter à cela les connaissances nécessaires dans ce type d'infrastructure et les possibles tests effectués au préalable. Une collaboration entre la NSA et l'unité 8200 de l'armée israélienne est donc très probablement à l'origine de cette attaque, que ce soit partiellement ou entièrement.
Cette théorie a été confirmée par Edward Snowden et un ancien officier israélien, bien que personne ne l'ait reconnu officiellement. Des contradictions cependant contredisent le fait qu'un État aurait créé ce virus, comme le fait que pour beaucoup d'experts, le code est brouillon et relève parfois de l'amateurisme. Un amateurisme qui est quand même rentré dans des centrales nucléaires. Se pose également la question de si l'attaque visait vraiment à faire beaucoup de dégâts, et si oui, à quel point, ou si elle a plus été effectuée comme une démonstration de force, et dans ce cas-là, probablement pas seulement contre l'Iran. Pour appuyer ces doutes, les experts relèvent que le virus, étant en contrôle de beaucoup de choses, aurait pu faire beaucoup plus de dégâts s'il le souhaitait. On peut aussi noter qu'une partie du code du virus était tout aussi dangereuse, mais non utilisée et juste inactive. Alors est-ce une incompétence de la part des attaquants ou une démonstration de force bien calculée? On ne le saura probablement jamais. C'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui, abonne-toi, like, commente, partage, bref, aide la chaîne et n'hésite pas à faire un tour sur les autres vidéos, et moi je te dis, shut down.